des scientifiques ont mis au jour une pyramide inconnue, enfouie sous les sables de Judée. Après quelques fouilles, ils ont découvert qu'elle renfermait des trésors demeurés intacts pendant près de 2 millénaires, ainsi que des secrets historiques auxquels nous n'avons accès que maintenant. Sur le site de la forteresse de Zoar, située à 800 mètres au-dessus de la mer Morte, des archéologues recherchèrent des manuscrits susceptibles d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire du lieu. Ces fouilles s'inscrivaient dans une vaste campagne de longue date, visant à protéger les sites contre le pillage et les excavations illégales. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était une structure en forme de pyramide, érigée au sommet d'une colline et composée de pierres taillées à la main, chacune pesant plusieurs centaines de kilos. D'abord persuadés d'être face à une tombe, les experts remarquèrent vite la forme des murs d'origine et comprirent que le monticule était une construction. Ils constatèrent aussi que quelqu'un avait creusé au sommet, probablement des pillards ayant repéré des richesses enfouies. Par chance, la majeure partie de la structure demeurait enfouie sous le sable, dissimulant ainsi les découvertes les plus précieuses. Au cours de la première semaine de fouilles, les bénévoles mirent au jour des fragments de papyrus, des vases en bronze et même des meubles anciens, tous remarquablement bien conservés. Le climat désertique s'était révélé un allié précieux pour la préservation de ces artefacts au fil des millénaires. Grâce à un air extrêmement sec, la formation de moisissures était empêchée, ce qui protégeait les matériaux organiques, comme le bois et les fibres, contre les fissures et la déformation. Les premières hypothèses supposaient que la pyramide avait été érigée durant la période du premier temple. Toutefois, de récentes découvertes ont révélé qu'elle était plus récente et daterait de l'époque hellénistique. Puisque la structure remonte à environ 2200 ans, les chercheurs estiment qu'elle aurait été construite peu après la mort d'Alexandre le Grand, célèbre roi de Macédoine. À cette époque, ces généraux se partagèrent l'ancien empire séleucide. Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte et des territoires voisins, y compris la région de la mer Morte, tandis que Séleucos s'empara du nord, qui correspond aujourd'hui à une partie du Moyen-Orient. On ignore encore si la pyramide fut érigée sous l'autorité des Ptolémées ou des Séleucides, car des monnaies des deux royaumes ont été découvertes sur le site. Toutefois, la majorité des spécialistes penchent pour une construction réalisée à l'époque où la région se trouvait sous domination ptolémaïque. Des indices laissent également penser que l'édifice, malgré sa remarquable solidité, s'est effondré à un moment donné. Cependant, ce n'est pas la cause de son abandon par les anciens Égyptiens, ce qui soulève une question essentielle. Quelle était sa véritable fonction ? Certains avancent l'hypothèse d'un tombeau, en raison de son emplacement privilégié au sommet d'une colline. D'autres supposent qu'il aurait pu servir de monument commémoratif. Néanmoins, l'une des théories les plus convaincantes soutient que la pyramide fut utilisée comme tour de guet, protégeant une importante route commerciale empruntée pour transporter le sel et le bitume de la mer Morte vers les ports côtiers. Les chercheurs estiment aussi qu'elle aurait pu servir de point de collecte des taxes pour les fonctionnaires du royaume lagide, comparable à nos péages modernes ou aux actuelles agences d'inspection portuaire. Bien que le contenu des papyrus reste inconnu, il semble très probable qu'ils aient été rédigés en alphabet grec. Certains experts avancent même qu'il pourrait s'agir de documents fiscaux, ce qui correspondrait parfaitement à l'hypothèse selon laquelle la pyramide servait d'avant-poste. L'équipe qualifie cette énigme de fascinant mystère historique que les fouilles contribuent peu à peu à élucider. Cependant, cette découverte n'est qu'une infime pièce d'un vaste puzzle archéologique. Les recherches s'inscrivent dans un projet de grande ampleur mené depuis de longues années. Rien que durant les 8 dernières, les équipes ont exploré près de 180 km de falaises désertiques et identifié environ 900 grottes dans ce périmètre. Grâce à l'usage de la descente en rappel, d'équipements perfectionnés et de méthodes de documentation avancées, les archéologues ont mis au jour des milliers d'objets rares. Rouleaux cachés, outils d'ébénisterie, tapis, pièces de cuir, ainsi que divers trésors d'une valeur historique inestimable. Pour eux, le désert de Judée s'apparente à un coffre-fort ancestral, encore scellé, qui ne demande qu'à livrer ses secrets. Quelques années avant la découverte de la mystérieuse pyramide, une grotte avait été mise au jour. Elle avait servi de refuge à des rebelles hébreux près de 1900 ans auparavant. Située à environ 80 mètres, sous le sommet d'une falaise et difficile d'accès, le site n'avait jamais été exploré jusque-là. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des fragments inédits des célèbres manuscrits de la mer Morte, contenant des passages religieux rédigés en grec. Grâce à l'excellent état des papyrus, 11 lignes de texte purent être reconstituées, permettant ainsi aux scientifiques d'en analyser et d'en identifier précisément l'étymologie.
L'aspect le plus remarquable demeure l'état de conservation exceptionnel des découvertes. Grâce aux conditions arides et à la chaleur constante du désert, ces artefacts sont restés intacts pendant des millénaires. Les fouilles ont également révélé d'autres trésors insoupçonnés, des pièces rares, un squelette partiellement momifié vieux de plus de 6000 ans, dont subsistaient encore peau, tendons et mèches de cheveux. Parmi les trouvailles figure aussi un large panier tressé en fibres végétales, considéré comme le plus ancien au monde, âgé de plus de 10 000 ans, capable de contenir près de 100 litres et fabriqué environ un millénaire avant l'invention de la poterie. Parmi ces trésors historiques, un autre a particulièrement retenu l'attention de la communauté scientifique, un petit fragment de tissu âgé d'environ 3800 ans. Mais il ne s'agit pas d'un simple morceau de textile. Teint avec la rare couleur écarlate, citée à de nombreuses reprises dans les anciens textes religieux, cette pièce constitue la plus ancienne preuve connue de tissu coloré à partir d'insectes appelés cochenilles, responsables de cette teinte rouge intense. Ce pigment était très prisé, au même titre que le bleu royal ou la pourpre, car les insectes vivaient dans les chênes et ne pouvaient être récoltés que durant une brève période de l'année. Ces teintures étaient donc réservées aux tissus sacrés, tels que les vêtements des prêtres, signalant statut et importance religieuse. Bien que ce fragment soit d'une grande valeur archéologique, sa taille reste minuscule, moins de 2 ou 3 cm. Le fragment fut découvert en 2016 lors de fouilles dans la dite « grotte des crânes ». On ignore comment ce tissu y est parvenu. Selon les experts, il démontre que l'on savait déjà teindre les fibres de laine il y a environ 3800 ans. Il apporte également la preuve que l'industrie textile antique employait déjà des animaux, à peu près au moment où les hommes commençaient à produire des sources écrites. Les tissus colorés avec ce type de teinture apparaîtront plus tard, mais ce fragment reste bien plus ancien que tout autre exemplaire connu, ce qui le rend tout à fait exceptionnel. Une autre découverte marquante remonte à 1980, lorsqu'une graine vieille de plus de 1000 ans fut retrouvée et a donné naissance à un arbre mystérieux surnommé Sheba. Les scientifiques ont consacré 14 années à sa culture, et l'arbre atteint aujourd'hui environ 3 mètres de haut. Ils ont ensuite émis l'hypothèse qu'il pourrait appartenir à une lignée éteinte ayant jadis prospéré dans la région. La graine remonte à une période comprise entre 993 et 1202 de notre ère, et l'on estime que Sheba pourrait être un arbre biblique traditionnellement associé à la guérison. Bien que l'espèce exacte n'ait pu être déterminée, puisque l'arbre n'a pas encore fleuri, il appartient au genre Commiphora, apparenté à des plantes africaines renommées, comme l'arbre à myrrhe. Mais le temps a révélé une particularité encore plus remarquable. Ses feuilles et résines contiennent des composés aux propriétés médicinales, antioxydantes et apaisantes pour la peau. L'arbre pourrait donc représenter une lignée oubliée, dont la résine, mentionnée dans des textes anciens, possédait une valeur thérapeutique. Cela illustre la manière dont les anciens pratiquaient la médecine botanique. Quelque chose d'étrange se cache sous les sables de Gizeh, et les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. Des archéologues viennent de découvrir une structure cachée près de la Grande Pyramide, à l'aide d'une technologie avancée de reconnaissance souterraine. Que contient-elle? Personne ne le sait, mais les fouilles ont déjà commencé. La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Mais elle n'est pas seule. Elle est entourée d'une ancienne nécropole, un immense cimetière royal rempli de tombes et de monuments. Ils appartiennent à des pharaons, à des nobles et à d'autres hauts dignitaires. La plupart de ces tombes se trouvent au-dessus du sol. Elles portent le nom de mastabas. Il s'agit de sépultures rectangulaires au toit plat, construites en calcaire ou en briques crues. Elles font l'objet d'études depuis des décennies. Cependant, grâce à de vieux films, nous savons qu'il ne s'agit pas de simples tombeaux. Ils abritent de profonds puits verticaux menant à des chambres funéraires souterraines, où le passé a été scellé pour l'éternité. Récemment, des archéologues ont découvert un étrange espace, vide dans le cimetière. Une parcelle de terrain totalement inexplorée. Pas de mastaba, pas de ruines visibles, rien. Pendant des années, ils l'ont ignoré. Mais entre 2021 et 2023, ils ont décidé d'enquêter. Ils n'ont toutefois pas creusé. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technologie similaire à nos radios médicales, mais pour le sol. Ces radars ont permis aux scientifiques de voir. Et il y avait bien quelque chose sous le sable, quelque chose qui avait été délibérément enterré et oublié.
Une structure souterraine en deux parties. L'une est peu profonde et en forme de L. Elle mesure environ 10 mètres de long et est enterrée à seulement 2 mètres de profondeur. Et plus bas, une anomalie plus mystérieuse encore. Une structure complètement différente de tout ce qui se trouve dans les environs. Ils l'ont qualifiée d'anomalie à haute résistance, ce qui signifie qu'elle est dense et solide, probablement faite de pierre, de sable ou même de métal, et personne ne sait ce qu'elle renferme. Il est évident que cette structure en forme de L a été construite de main d'homme. Elle n'a rien de naturel, et il se pourrait qu'elle ne soit qu'une entrée vers ce qui se cache en dessous. Cependant, nous n'avons encore que des hypothèses concernant son contenu. Elle est remplie de sable et de gravier. Elle a probablement été remblayée délibérément après sa construction, peut-être pour la préserver. Pourquoi? Nous ne le savons pas. L'équipe archéologique devra procéder à des fouilles pour comprendre exactement ce qu'était cette structure et pourquoi elle a été construite. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une chambre funéraire perdue. De nombreuses tombes à Gizeh ont des sites funéraires souterrains, mais la plupart présentent des marqueurs clairs à la surface. Celle-ci, pour une raison quelconque, n'en a aucun. Mais il se peut, tout de même, qu'il s'agisse bien de cela. La deuxième hypothèse est qu'il s'agit d'une ancienne chapelle funéraire. Les égyptologues savent que certaines chapelles furent construites de cette manière. Mais on les construisait généralement au-dessus du sol, non pas au-dessous, comme celle-ci. Enfin, il pourrait s'agir de quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Si cette structure s'avère être d'un type nouveau, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur les sépultures des pharaons. La seule façon d'en être certain est de continuer les fouilles. Et c'est exactement ce que font les archéologues sur ce site. Leur travail a déjà bien avancé. Ils sont pressés de découvrir la vérité. Cependant, il existe un réel danger. Les structures anciennes et fragiles de Gizeh doivent être manipulées avec précaution. Sinon, elles pourraient être endommagées de manière irréversible. Nous devons donc être patients. Ces tombes ont toujours recelé des mystères fascinants. Malheureusement, à cause des pilleurs, beaucoup de choses nous ont échappé jusqu'à présent. On construisait ces tombes dans le but de préserver les corps pour l'éternité. Mais cela n'a pas empêché les pilleurs de s'y introduire pour y dérober tout ce qui avait de la valeur. Ils s'en prennent à ces sites antiques depuis des milliers d'années, depuis l'époque des pharaons eux-mêmes. La plupart des tombes les plus célèbres, notamment celles de Gizeh, de Saqqara et de la vallée des rois, ont été pillées. C'était une pratique courante dans l'Égypte antique. Et les pilleurs prenaient cette activité très au sérieux. Ils creusaient des tunnels secrets pour contourner les pièges et les murs. Ils soudoyaient ou menaçaient les ouvriers travaillant dans les tombes pour obtenir des informations. Ils ouvraient les sarcophages pour s'emparer de l'or, des bijoux et des objets anciens. Et lorsque les archéologues modernes ont découvert ces tombes, elles avaient déjà été entièrement pillées. Les pharaons au pouvoir se sont vite lassés de ces actes de vandalisme. La vallée des rois, célèbre cimetière de la royauté égyptienne, était censée être la zone la plus sécurisée. Les tombes y étaient construites profondément sous terre, cachées dans les airs. Les passages étaient scellés par d'énormes blocs de pierre. De fausses portes et des pièges étaient ajoutés pour dérouter les voleurs. Des malédictions étaient même inscrites sur les murs, promettant un destin tragique à quiconque oserait profaner la tombe. C'est de là que viennent toutes ces histoires terrifiantes sur les momies. Vous l'aurez deviné. Rien de tout cela n'a fonctionné. La plupart des tombes de la vallée des rois furent entièrement pillées moins de 100 ans après leur construction. Même la tombe du roi Toutankhamon, l'une des plus célèbres de l'histoire, fut profanée à 2 reprises dans l'Antiquité. Certains décidèrent de riposter. Les souverains du Nouvel Empire construisirent des tombes cachées et anonymes afin d'empêcher les pilleurs de les trouver. Cela ne fonctionna pas. Certains pharaons, comme Ramsès II, furent secrètement déplacés afin qu'on ne puisse pas déranger son sommeil éternel. Cela n'a eu aucun effet. Les pilleurs de tombes ont toujours triomphé. En effet, il ne s'agissait pas de simples voleurs, mais d'individus habiles, organisés et bien informés. Ils savaient exactement où chercher. Beaucoup d'entre eux avaient participé à la construction de ces sites et savaient où se trouvaient les entrées. S'ils ne pouvaient pas enfoncer les portes, ils creusaient à travers les murs, les sols ou même les plafonds pour pénétrer à l'intérieur. Ils travaillaient rapidement, souvent dans les années qui suivaient la fermeture des tombes, avant que tout le monde oublie où se trouvaient les objets de valeur. La pyramide de Khéops, située à côté de cette structure récemment découverte, a été pillée bien avant l'époque moderne. La seule chose qui restait à l'intérieur lorsque les explorateurs sont arrivés, un coffre en granit vide là où se trouvait autrefois le sarcophage. Malheureusement, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est l'histoire elle-même qui disparaissait à chacun de ces raids.
Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient par écrit et en détail ce qu'ils enterraient et où ils le faisaient. Ainsi, lorsque les archéologues comparent ces listes avec ce qu'ils trouvent, ils peuvent voir ce qui manque, c'est-à-dire souvent tout ce qui a de la valeur. La plupart des artefacts ne finissent pas dans les musées, mais disparaissent dans des collections privées où ils ne peuvent plus jamais être étudiés. Ce qui est bien sûr tout à fait injuste. En fait, quelques pays en ont eu assez et ont commencé à promulguer des lois afin de récupérer les pièces historiques auprès des collectionneurs privés. En Italie, si vous possédez une pièce antique romaine, vous devez prouver que vous l'avez obtenue légalement. La Chine recherche elle aussi activement les pièces volées et doit trouver des moyens de les récupérer auprès des collectionneurs occidentaux. En Égypte, de nouvelles lois ont été votées afin d'interdire aux particuliers de posséder des objets anciens. D'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, n'ont aucun problème avec le fait que des personnes fortunées possèdent leur histoire. Le British Museum est presque entièrement constitué d'objets pillés. Les empires européens ont envahi la moitié de la planète et ont ramené chez eux tout ce qui leur plaisait. Leur musée leur regorge souvent de tels vestiges. Malheureusement, ils refusent la plupart du temps de les restituer. Prenons l'exemple de la pierre de Rosette. Elle a été dérobée en Égypte par l'armée de Napoléon. Elle a ensuite été volée par les Britanniques après leur victoire sur les Français. L'Égypte réclame sa restitution depuis des années, mais toujours sans succès. Ou encore les marbres du Parthénon. Ces magnifiques sculptures grecques monumentales ont été dérobées à Athènes par un lord britannique au XIXe siècle. La Grèce réclame leur restitution depuis lors, mais le Royaume-Uni n'est pas disposé à les rendre. Et c'est sans parler des innombrables artefacts mésoaméricains dispersés dans divers musées à travers le monde. Les explorateurs européens ont pillé les temples mayas et aztèques, emportant statues, bijoux et objets sacrés. Et aujourd'hui, le Mexique se bat pour les récupérer. Il ne serait pas surprenant que même cette mystérieuse chambre souterraine ait déjà été pillée d'une manière ou d'une autre. Mais s'il s'agit vraiment d'un lieu récemment découvert, pourrait-il être l'un des rares à avoir échappé aux pilleurs? Se pourrait-il qu'il renferme encore des objets anciens, intacts depuis 4500 ans? Nous ne pouvons qu'espérer que les voleurs ne s'y soient pas déjà introduits. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie,
est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bach-Plémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche.
Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma. Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts,
Elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans. Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant. La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes.
et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le Sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la Grande Pyramide. Et non,
Vos yeux ne vous jouent pas des tours, le sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas.
Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives, en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site.
à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool, et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue,
car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un op-art, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans.
un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Les rayons X sont un type de rayonnement invisible, capable de traverser nos corps ainsi que les objets solides. Ils sont cruciaux dans le domaine médical, car ils permettent aux médecins de voir à l'intérieur de notre organisme sans avoir à y pratiquer d'intervention chirurgicale. Voyons maintenant comment fonctionnent ces fameux rayons X. Ces derniers consistent en une sorte de rayonnement électromagnétique, tout comme la lumière ou les ondes radio. Cependant, leur niveau d'énergie est bien plus élevé que celui des ondes lumineuses, ce qui leur permet de traverser des objets au travers desquels la lumière ne pourrait jamais passer. Imagine que tu disposes d'une puissante lampe de poche. Si tu t'en sers pour éclairer à travers un mur, la lumière ne passera pas, car le mur est trop épais. Mais les rayons X ont suffisamment d'énergie pour traverser les murs, et même notre corps. La découverte des rayons X s'est produite accidentellement à la fin du 19e siècle. Un scientifique expérimentait alors avec les rayons cathodiques, qui sont un type de rayonnement distinct. Pendant qu'il travaillait dans son laboratoire, il a remarqué qu'un écran fluorescent situé à proximité commençait à briller, et ce, alors qu'il n'était pas directement exposé aux rayons cathodiques. Il s'est aperçu que quelque chose d'invisible était à l'origine de cette fluorescence. Et il a résolu de nommer cette chose rayon X, car X est le symbole mathématique de l'inconnu. Il a poursuivi ses expériences avec de tels rayons et a découvert qu'ils étaient capables de traverser de nombreux objets, comme la chair et les os, mais pas des matériaux plus denses comme le métal. Il a également découvert que les rayons X pouvaient créer des images sur des plaques photographiques, tout comme un appareil photo saisit des clichés sur une pellicule. La façon dont tout cela fonctionne est proprement fascinante. Imagine que tu te trouves devant une lumière vive et que tu tiennes ta main devant ton visage. Ta main bloque la lumière et tu ne peux pas voir au travers. Mais si tu places une feuille de papier de soie devant ta main, une partie de la lumière passera et tu pourras distinguer le contour de ta main. Les radiographies fonctionnent de la même manière. Lorsqu'un médecin veut prendre une radiographie d'une partie de ton corps, il te demande de te tenir debout ou de t'allonger à côté d'un appareil. Cet appareil est équipé d'une plaque spéciale qui peut capturer l'image radio. Supposons que le médecin veuille examiner plus en détail ton bras. Il placera la plaque radiographique d'un côté de ton bras et l'appareil de l'autre côté. Ensuite, l'appareil émet une rafale contrôlée de rayons X qui traverse ton bras. Tu te souviens que le papier de soie laisse passer un peu de lumière? Eh bien, dans ce cas, si certains de ces rayons traverseront ton bras, tandis que d'autres seront absorbés ou bloqués par les parties plus denses de ton corps, comme les os. La plaque capture les rayons X qui traversent ton bras et génère une image.
Cette image montre clairement les os et les autres structures à l'intérieur de ton corps, ce qui permet au médecin de voir s'il existe des problèmes ou des blessures internes. Tu te demandes peut-être pourquoi les rayons X peuvent traverser certaines choses et pas d'autres. Cela tient à la densité et à la composition des objets. Les matériaux plus denses, comme les os, absorbent plus de rayons X et apparaissent donc en blanc sur l'image. Ainsi, lorsque tu regardes le résultat, tu verras tes os comme des formes blanches. D'autres tissus, comme les muscles et les organes, sont moins denses et laissent passer une partie des rayons. Ils apparaissent donc comme des ombres grises. Et si on te disait qu'il existe une toute nouvelle façon de voir l'intérieur des objets, sans utiliser de rayons X? On ne parle pas là de pouvoir magique. Installe-toi confortablement pendant qu'on t'explique ce qu'est la tomographie muonique. Cette technique scientifique fascinante nous permet de voir à l'intérieur des objets, et même sous la surface de la Terre, grâce à un type spécifique de particules, appelées muons. Ces particules élémentaires sont très similaires aux électrons, mais elles sont beaucoup plus lourdes. Elles sont créées en altitude, dans l'atmosphère terrestre, lorsque les rayons cosmiques, qui sont des particules provenant de l'espace, entrent en collision avec les molécules d'air. Les muons ont la particularité de pouvoir traverser différents matériaux. Ils sont capables de traverser la roche, le sol et même les bâtiments. Des scientifiques ont pris conscience de ce potentiel dans les années 1850, lorsqu'ils étudiaient les rayons cosmiques, et qu'ils ont remarqué que certaines de ces particules pouvaient traverser des matériaux épais. Les premières expériences en muographie ont eu lieu dans les années 60. Les spécialistes ont découvert que les muons pouvaient être détectés à l'aide d'appareils spéciaux, les détecteurs de muons. Ceux-ci sont généralement placés sous terre ou dans des laboratoires spécialement conçus pour les protéger des autres particules et du rayonnement ambiant. Voyons maintenant comment fonctionne la tomographie muonique. Imagine que tu es un objet de grande taille, comme une pyramide, une montagne ou même une statue ancienne, et que tu souhaites voir ce qu'elle contient sans l'endommager. Tout d'abord, des détecteurs sont placés autour de l'objet ou dans la zone que tu souhaites examiner. Ces détecteurs sont sensibles aux muons et peuvent suivre leur trajectoire. Lorsqu'une particule traverse un détecteur, elle laisse une trace, comme des empreintes de pas dans le sable. En recueillant les données de plusieurs détecteurs, les scientifiques peuvent reconstituer ces trajectoires. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'atmosphère terrestre agit comme un filtre naturel pour les muons. Il s'avère que plus un objet est massif, plus il bloque ces particules. Ainsi, si tu as un objet large et dense, comme une montagne, moins de muons le traverseront en comparaison d'un objet plus petit et moins dense, comme une boîte vide. Cette différence dans le nombre de particules qui atteignent les détecteurs peut nous donner des indices sur ceux qui se trouvent à l'intérieur des objets. Les scientifiques utilisent des algorithmes informatiques et des calculs mathématiques pour analyser ces données et générer une imagerie. Ces images figurent la répartition de la densité de l'objet étudié. C'est comme si l'on créait une carte qui montre où se trouvent les zones les plus denses et où il y a des vides à l'intérieur d'un objet. Le concept de muographie est comparable à l'observation des ombres pour comprendre la forme et la taille d'un objet. Imagine à nouveau que tu te tiennes devant une lumière vive et que tu la places entre la source lumineuse et un mur. Tu verras l'ombre de ta main sur le mur. En te basant sur la forme et la taille de l'ombre, tu peux te faire une idée de l'aspect de ta main, même si tu ne peux pas la voir directement. Cette technique a déjà servi à étudier divers objets et structures. Par exemple, les scientifiques l'ont utilisé pour explorer l'intérieur des volcans et des pyramides, et même pour étudier la structure des montagnes et de la croûte terrestre. Grâce à cette technique étonnante, les scientifiques ont décelé de nouvelles informations sur la pyramide de Khéops. Ils ont ainsi découvert quelque chose qui avait échappé aux pilleurs de tombes pendant des siècles. Une chambre cachée. Et devine comment ils l'ont baptisé? Le Grand Vide. Et oui, ce n'est clairement pas le nom le plus inspiré. On a eu recours à 3 techniques différentes de détection des muons pour être certain qu'il se trouvait bien un grand vide mystérieux à l'intérieur de la plus grande des pyramides. Dès que la nouvelle de cette découverte stupéfiante s'est répandue, les chercheurs égyptiens n'ont pas pu résister à l'envie d'en apprendre davantage. Ils ont donc fait venir une caméra endoscopique pour confirmer l'existence de cette chambre oubliée. Il a suffi d'insérer une caméra dans l'un des interstices situés sous l'entrée, et voilà le travail. Elle a révélé un couloir qui présentait un plafond à chevrons. On peut donc se permettre d'imaginer que les anciens Égyptiens s'en servaient comme d'une discothèque. Une autre équipe de chercheurs a décidé de scanner à nouveau cette cavité.
Selon eux, la pyramide de Khéops aurait été une pionnière dans le domaine des pyramides. Elle utilisait une technique dite du chevron pour recouvrir les structures internes et les empêcher de s'effondrer. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils construit ce couloir et le grand vide auquel il mène? Une théorie suggère que ce couloir aurait été construit pour soulager la pression à l'intérieur de la pyramide. Selon une autre théorie, ce vide pourrait être un sous-produit du processus de construction de la pyramide. Il aurait pu s'agir d'une rampe interne utilisée pour mettre en place les blocs de pierre du sommet, puis laissés sur place ou remplis de gravats en vrac. Selon d'autres explorateurs enthousiastes, il se pourrait qu'une autre chambre funéraire attende encore d'être découverte. Ce dernier estime que l'érection d'une pyramide ne s'est jamais faite sans une part de hasard. Au fur et à mesure que les bâtisseurs travaillaient, ils se seraient rendus compte que certaines chambres ne pourraient jamais supporter le poids d'un majestueux sarcophage. Ils ont donc procédé à quelques ajustements de dernière minute, traçant de nouveaux plans au fur et à mesure. Est-ce que tu sais qui était Nikola Tesla? Tu as certainement entendu parler des grandes pyramides d'Égypte. Et si je te disais que Tesla a peut-être découvert l'ancien mystère qui entoure 16 pyramides? Pardon? Un mélange de science et d'archéologie? Et non. Il est fort probable que les pyramides ne soient pas si énigmatiques après tout. Mais tout d'abord, voici ce que nous savons sur les pyramides. Qu'ont-elles de si mystérieux? Ce ne sont que de vieux monuments bizarres, n'est-ce pas? L'une des plus grandes questions concerne leur construction. Certains pensent qu'elles furent bâties à la force du poignet et à la sueur du front, d'autres qu'une source d'énergie inconnue de l'homme moderne fut utilisée pour les ériger. Et si des extraterrestres nous avaient aidés? Probablement pas. Mais cette idée d'une mystérieuse énergie employée à l'édification des pyramides existe depuis très longtemps. Même dans les textes anciens, comme les textes des pyramides, il est dit « Les dieux nous ont donné de quoi construire une grande puissance. Il se peut donc que quelque chose d'incroyablement puissant ait participé à cette prouesse architecturale. Qui sait ?» Au début des années 1900, Tesla commença à s'intéresser aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages sur ces antiques structures et fut époustouflé par la quantité d'énergie qu'elles semblaient dégager. À l'époque, peu de gens connaissaient l'électricité. Et notre scientifique se demanda si les pyramides ne cachèrent pas une technologie avancée. Il se dit que leur puissance pouvait être liée à l'électromagnétisme, et il consacra beaucoup de temps et d'efforts à tenter d'en savoir plus. Il avait des théories assez bizarres pour l'époque. Il pensait que les pyramides contenaient une charge électrique et qu'elles alimentaient en énergie les zones environnantes. Il croyait également que des cristaux étaient à la source de cette énergie. Selon lui, ces cristaux super puissants se trouvaient à l'intérieur des pyramides et pouvaient contrôler les champs électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout. Tesla pensait également que les matériaux utilisés pour construire ces monuments avaient des propriétés leur permettant de capter l'énergie du soleil et de la lune, et pas seulement en petite quantité. Il pensait que les pyramides pouvaient créer un champ d'énergie assez puissant pour éclairer des villes entières et même illuminer des zones plongées dans l'obscurité. On les utilisait comme des sortes de centrales électriques géantes afin de produire de l'énergie et faire fonctionner des machines. Les pyramides étaient liées, d'après Tesla, à une énergie cosmique employée pour l'éveil spirituel et la guérison des maux. Plutôt New Age, n'est-ce pas? Ces hypothèses n'étaient pas d'origine fantaisiste. Il avait sérieusement étudié tous les documents disponibles sur les pyramides, des objets aux textes anciens en passant par les hiéroglyphes et les dessins. Et il en avait conclu que les pyramides avaient été conçues comme des amplificateurs d'énergie et aussi qu'une mystérieuse source d'énergie avait été utilisée pour les construire. Certains pensaient que Tesla n'était qu'un excentrique avec de folles théories. Mais ces idées ont eu un impact considérable sur la façon dont nous percevons les pyramides aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et des universitaires étudient ces découvertes et les utilisent pour lever le voile sur certains des plus grands mystères qui entourent ces anciennes structures. Par exemple, des scientifiques ont récemment mené des expériences théoriques pour analyser comment la Grande Pyramide réagirait à certaines ondes radio. Ils ont découvert qu'elle pouvait capter les ondes radio d'une certaine longueur et faire ensuite converger leur énergie de ces salles à sa base. Les scientifiques ont effectué de nombreux calculs pour parvenir à cette conclusion.
Ils ont d'abord réfléchi aux longueurs d'onde qui fonctionneraient le mieux. Ils ont ensuite modélisé la réaction de la pyramide à ces ondes et ils ont calculé la quantité d'énergie qui serait absorbée ou diffusée. Enfin, ils ont étudié comment l'énergie se déplacerait à l'intérieur de la pyramide une fois captée par la structure. Pour expliquer tout cela, ils ont employé ce que l'on appelle l'analyse multipolaire, qui consiste à décomposer un objet complexe en éléments simples. Il est alors possible de voir comment chaque partie réagit à l'énergie. C'est un peu comme lorsqu'on défait un puzzle pour voir comment chaque pièce s'emboîte avec les autres. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont tout cela pourra nous servir. Ils cherchent à fabriquer des particules capables de faire la même chose que les pyramides, mais avec de la lumière. En modifiant la taille, la forme et la matière de ces particules, ils peuvent contrôler la façon dont la lumière se déplace autour d'elles. Cela peut s'avérer très utile pour la fabrication de minuscules capteurs ou de cellules solaires très efficaces. Les scientifiques ont dû faire quelques suppositions au cours de leurs recherches. Ils ont imaginé qu'il n'y avait pas d'espace caché à l'intérieur des pyramides et que les matériaux utilisés pour les construire étaient tous identiques. Et ils sont ainsi parvenus à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais son étude des pyramides n'est pas l'unique témoignage du génie hypermoderne de Tesla. Nombreuses sont ces théories qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais que des scientifiques réévaluent aujourd'hui pour des applications pratiques. Parlons du projet le plus ambitieux de Tesla, la tour de Wardenclyffe. En 1900, Tesla était déjà un grand nom de l'ingénierie électrique en Amérique. Cette invention étonnante et le fait qu'il ait réussi à surpasser Thomas Edison dans la guerre des courants impressionnait les gens. Mais Tesla ne se reposa jamais sur ses lauriers. Il décida ensuite de se lancer dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est fondée sur l'une des idées les plus révolutionnaires de Tesla. Il souhaitait rendre l'impossible possible en créant un système mondial de communication sans fil. Ce système utiliserait la Terre elle-même comme conducteur, transmettant de la musique, des informations, des rapports boursiers, des communications militaires sécurisées et même des images en fac-similé. Cela te rappelle quelque chose? Oui, cela ressemble à l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, mais sans aucun câble. Mais Tesla avait un rêve encore plus grand, transmettre de l'énergie sans fil. Il avait déjà prouvé qu'il était possible d'envoyer des signaux à haute fréquence grâce à son célèbre transformateur. Et par la suite, il fut obsédé par la transmission d'énergie sans fil. Sa vision était non seulement de transformer la façon dont nous communiquons, mais aussi de trouver un moyen de transférer des courants électriques à l'échelle mondiale en puisant dans l'énergie naturelle de la Terre. Tesla pensait qu'il existait une abondance d'énergie libre, tout autour de nous, et qu'elle pouvait être utilisée au profit de l'humanité. En 1899, il mena des expériences secrètes et fut convaincu qu'il était possible de transmettre de l'énergie électrique à travers la haute atmosphère terrestre. C'est ainsi que la tour de Wardenclyffe vit le jour. Elle était censée être la station prototype d'un réseau planétaire qui devait fournir de l'énergie sans fil au monde entier. Malheureusement, Tesla n'avait ni les ressources ni la confiance de ses investisseurs pour mener à bien ce projet. Il rencontra toutes sortes de problèmes financiers. Et en 1917, la tour inachevée fut finalement démolie et tout son matériel vendu afin de rembourser les dettes croissantes de notre génie. Aujourd'hui, elle nous rappelle tristement que les plus grands esprits ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Cependant, le laboratoire de briques rouges est toujours là, le seul laboratoire de Tesla à avoir survécu. Un détail amusant. En 2017, une équipe de tournage a fait une découverte stupéfiante. Ils ont utilisé un géoradar pour explorer la zone autour de Wardenclyffe et ils ont trouvé toute une série de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres au-dessous du site. Personne ne sait exactement à quoi ils servaient, mais on pense qu'ils faisaient partie du grand projet de Tesla. Wardenclyffe est bien sûr un site important pour les fans du grand homme. Qui sait, peut-être quelqu'un parviendra-t-il un jour à percer le mystère de ces tunnels. Mais même si cela n'arrive jamais, l'héritage de Tesla continuera longtemps de nourrir l'imagination. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes.
Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité.
Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors, et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes. Alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé.
Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciel, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux, et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire.
Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi il ressemblait exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins.